Bismillah. Par un soir pluvieux de novembre des années 30, un petit monsieur montait le col du par-dessus relevé, l'une des ruelles qui mène de la place Pigalle vers la rue d'Ancourt, à Montmartre. Déchiffrant à travers ses lunettes embuées toutes les enseignes de la rue, il finit par dénicher la taverne du Rat Tigré. C'était une pièce basse, mal éclairée, poussiéreuse. Sur les banquettes des fréchets rouvertes de velours rouge se tenaient quelques femmes, têtes nues, vieilles, sous leur maquillage chargé. Pour leur part, les hommes jouaient aux cartes. De temps à autre, ils jetaient un coup d'œil sur les nouveaux arrivants, pour revenir aussitôt à leur jeu de cartes et à leur verre entamé. Étaient-ce des ouvriers, des truands? Le petit monsieur fut saisi par l'atmosphère triste qui régnait dans cet endroit. Une sorte de résignation générale flottait dans la fumée âcre des cigarettes. Il avait espéré découvrir un vieux café de Montmartre, un des lieux de ce Paris insolite tant vanté par les étrangers. Mais il n'en était rien. Malgré son appellation pittoresque, le Rat Tigré était une taverne banale et sans charme. Sa clientèle ressemblait quelques pauvres fleurs fanées, des trottoirs, des retraités et quelques chômeurs, tous aussi fatigués que les banquettes et les tables de bois vermoulu. Le petit homme, encore alerte, malgré son âge très avancé, 70, 80 ans, avisa deux jeunes hommes installés dans un coin. L'un d'eux portait un maillot rayé et une casquette rabattue sur le front, avec ses taches de rousseur et son physique ingrat. On aurait dit un repris de justice à peine sorti de prison. Le second avait l'apparence d'un fils de famille déchu. Ses habits de qualité avaient connu des jours meilleurs. La chemise avait perdu son col et le pantalon s'ésourlait. Autour de ses yeux, on décelait la trace de nuit blanche, passée au royaume trompeur des stupéfiants. L'étranger posa son pardessus et son chapeau à côté d'eux, sur la banquette, et commanda un grog. Il entreprit ensuite de nettoyer ses fines lunettes cerclées d'or. Il paraissait avoir 60 ans, la peau terreuse, le nez écrasé au-dessus d'une moustache teintée et bien coupée, les tempes grises. Il donnait l'impression d'avoir connu des jours meilleurs, lui aussi. Vous permettez demanda-t-il à ses deux voisins de table. L'un d'entre vous, messieurs, serait-il Claude l'Écossais? Clo-Clo, s'écriait le rouquin. J'ignorais qu'on l'appelle ainsi, fit le petit homme. Ses interlocuteurs hésitèrent un instant, puis le fils de famille demanda. Que lui voulez-vous? Il lui est arrivé quelque chose, demanda encore le petit homme sans répondre à leur question. Il s'est fait coffrer hier, marmonna le rouquin. Il a raté son coup. Quelque chose dans ce genre. Dommage. J'avais une affaire intéressante à lui proposer, murmura le vieil homme. Le patron du café apporta le grog. Une petite flamme tremblait à la surface du verre de thé mélangé de rhum. Le petit homme sourit à ses voisins et leur demanda. Ça vous dirait un grog? On ne dit pas non. Il enveloppa d'un regard chaleureux et paternel le visage marqué des deux jeunes gens. Réconfortés par le breuvage parfumé, ils rendirent son sourire à cet aimable étranger. Dommage, murmura encore le petit homme d'un ton énigmatique. Et de glisser la main droite dans la poche intérieure de sa veste pour en sortir un portefeuille bourré de billets de 1000 francs. Était-ce dans le seul but de régler l'addition? Les deux truands, appelons-les ainsi, ils le méritaient bien. Tendirent le cou en direction des doigts ridés qui manipulaient les billets avec agilité. Ils étaient fascinés, leurs yeux brillaient, leurs narines frémissaient. Le vieil homme hocha la tête avec regret. C'était une affaire excellente pour Claude. Il perd 1 million de francs. Et il fit mine de se lever de table. Clo-Clo, 1 million? Quelle blague! S'exclama le rouquin. Son partenaire, tout balbutiant d'émotion, engagea la conversation. Vous avez vraiment besoin de Claude? Demanda-t-il. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'affaire, nous autres? L'étranger les toisa derrière ses lunettes. Pourquoi pas? Si vous avez un peu de courage, très peu de scrupules et déjà de l'expérience, pourquoi pas? De quoi s'agit-il? Demanda le rouquin. Il s'agit d'un contrat qui ne comporte aucun risque, absolument aucun. Le mystérieux étranger avait traîné sur ces dernières syllabes. Dans ce cas, on est partant. Ce Claude est un as, hein? Demanda le petit homme à brûle-pourpoint. Il n'est pas le seul, répliqua le rouquin, un peu vexé. All right.
s'exclama le vieux. Il palpa les billets rangés dans son portefeuille et en sortit deux de 1 000 francs, tout neufs. Un petit acompte, annonça-t-il en découvrant ses dents déchaussées. J'ai à vous proposer une affaire exceptionnelle. Vous allez gagner 1 million de francs en 1 heure de travail, ce soir même. Les deux grands-pères avaient de l'ambition, mais ils n'étaient pas tombés de la dernière pluie. Une si belle affaire éveillait leur méfiance. De quoi s'agit-il s'enquit le rouquin. Je vous le dirai, mais pas ici. Allons-y, ordonna le petit homme. Il paya les 3 grogs, laissa un pourboire et sortit accompagné de ses 2 nouvelles recrues. Ils descendirent la rue et s'installèrent à la terrasse d'un café de la place Blanche. Je pense qu'avec 500 000 francs chacun, vous serez à l'aise jusqu'à la fin de vos jours, à moins que vous ne vous lanciez dans le jeu ou dans des entreprises trop risquées. Les 2 jeunes truands, intrigués, brûlaient d'en savoir plus. Lui, c'était un flambeur, observa le rouquin, désignant avec mépris son compagnon. Suspendu aux lèvres de l'étranger, ce dernier n'émit aucune protestation. Le vieil homme s'exprimait calmement, d'une voix douce et persuasive. Une impression de paisible honnêteté et d'autorité irrésistible se dégageait de lui. Alors de quoi s'agit-il répéta le fils de famille. Il faut supprimer quelqu'un, ce sera un jeu d'enfant. Les 2 jeunes gens eurent un mouvement instinctif de recul, mais ils n'osèrent ni accepter ni décliner l'offre. Ils avaient déjà monté des coups audacieux, mais cette proposition pour le moins brutale, la somme d'argent promise et surtout la gravité de ce qu'on leur demandait d'accomplir, pour 1 million de francs les laissaient songeurs. Ne perdons pas de temps, poursuivit de la même voix égale, polie et conciliante l'étrange personnage. Voici déjà 50 000 francs. Vous achèterez chacun un pardessus neuf, un chapeau élégant et une paire de gants, pour éviter les empreintes. Dépêchez-vous, avant la fermeture des magasins, je vous attends ici. Le rouquin s'empara de la liasse de billets avant que les autres clients du café ne l'aperçoivent. Il attrapa son compagnon par la manche et l'entraîna loin des regards indiscrets. Le vieil homme commanda un nouveau grog. Sous la bruine de novembre, leurs silhouettes furent vite englouties dans la foule des passants. Qu'est-ce qu'il veut de nous, le bourgeois demanda l'ancien fils à papa à son complice. Que le diable, allez, l'emporte. Si j'y comprends quoi que ce soit, lui répondit le rouquin, tout en palpant les billets dans sa poche. Il a l'air honnête. Peut-être, mais moi, je n'ai pas confiance. Si c'était un des nôtres, je marcherais, mais lui, il venait de s'immobiliser devant la vitrine d'un magasin de vêtements. Gabardine et chapeau de feutre attiraient les regards des passants. Ce qu'il nous demande est pourtant très simple, reprit le fils de famille. Il faut faire la peau à quelqu'un. Ça, il peut toujours attendre, s'écria le rouquin. On a 26 000 francs chacun. On se tire et, à bon entendeur, salut. Comment ça, on laisse tomber le million? Mais bien sûr. L'autre écarquilla les yeux. Tu es fou ou quoi? On ne retrouvera jamais une occasion pareille. Le coup de chance, c'est le fric qui nous est tombé du ciel. As-tu jamais rêvé d'un truc pareil? 26 000 chacun, sans prendre de risque. Pourquoi insister? On passe à autre chose, on le laisse tomber. Arrête ces histoires, on le laisse tomber. Le vieux nous attend, on lui a promis. Et si c'était un piège? On est peut-être suivi en ce moment. Si les billets sont faux et qu'on nous demande d'où ils viennent? Son compagnon envisagea cette hypothèse, puis il secoua la tête. Si tu veux te tirer, c'est ton affaire. Moi, je cherche quelqu'un d'autre. Je ne vais pas laisser filer ce pactole. Fais pas l'idiot, insistait le rouquin. On trouvera bien quelque chose d'autre. Tu as vu ce qui lui est arrivé à Clo-Clo? Ça le regarde. Il n'avait qu'à faire gaffe. Moi, j'en ai marre de ramer. Le rouquin fronça les sourcils. Oh, je sais. Monsieur veut avoir une voiture. Il veut emmener sa minette à Nice. La pluie, c'est mauvais pour ses rhumatismes. Monsieur est de la haute. Il veut s'offrir sa chenouf à vie. Arrête tes bêtises et ramène-toi, espèce de trouillard. 1 million. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire, 1 million. Enhardi par l'appât du gain, le disciple du rouquin venait pour la première fois de donner un ordre à son chef. Ce dernier lui jeta un regard noir, mais l'autre le poussa sans ménagement à l'intérieur du magasin. Vas-y d'abord, je ne veux pas qu'on nous voie ensemble. Quelques instants plus tard, ils étaient habillés de neuf, de pied en cap, le col relevé, gantés et chapeautés, ils avaient l'air de véritables gentlemen. Dans leurs nouveaux habits, on aurait dit qu'ils dominaient le monde. Ils se voyaient déjà le million en poche et échafaudaient des projets tous plus fous les uns que les autres.
Décidés à mener l'affaire à son terme, ils se dépêchèrent de regagner le café où leur patron les attendait. Assis à sa table, le vieil homme venait de commander un autre grog. Il commençait à perdre patience. La boisson lui faisait tourner la tête. Il n'y était pas habitué. Il aurait pu demander une eau minérale, mais ce soir-là, il avait besoin de se donner du courage. Nous voilà, patron, s'exclamèrent en chœur les deux jeunes gens. Sans un mot, comme si la tension nerveuse l'avait rendu muet, le petit homme les entraîna aussitôt vers une station de taxi. Ils prirent la direction de l'avenue Victor Emmanuel III, près du rond-point des Champs-Élysées. Le vieil homme régla la course et, une fois le taxi reparti, il fit signe à ses deux compagnons de traverser la rue. Parvenu devant un immeuble cossu, le trio s'immobilisa. Comme je vous le disais, expliqua le petit homme, l'affaire est simple et le bénéfice important. Il vous faut, bien entendu, respecter le contrat et surtout ne pas négliger les détails. Il s'arrêta devant la porte de la concierge et lui demanda s'il y avait du courrier. Ensuite, il annonça à voix haute: « Je n'ai aucune lettre, suivez-moi, s'il vous plaît. » Ils traversèrent la cour de l'immeuble et gagnèrent un appartement situé au rez-de-chaussée. « Vous avez acheté des gants ?» demanda le maître des lieux. « Oui », répondirent à l'unisson les deux gaillards, tout en lui montrant docilement leurs mains. L'étrange personnage sortit d'un tiroir 10 liasses de billets et 2 poignards d'une forme bizarre. Leur arme était triangulaire et la poignée d'ivoire, ornée de serpents et d'oiseaux. Voici le reste de l'argent. 10 liasses de 100 000 francs chacun. Au total, 1 million. Vous partagerez comme des frères, n'est-ce pas? Puis il les divisa longuement. Le sang des deux jeunes truands se glaça dans leurs veines. Ils le savaient, l'heure de vérité avait sonné. Vous frapperez votre victime au cœur, l'un par devant, l'autre par derrière. Vous frapperez vite et avec précision, pour qu'elle ne souffre pas. Vous laisserez les poignards plantés dans son corps. Il n'y aura ni combat, ni bruit. Vous sortirez comme deux visiteurs qui ont pris un verre chez un ami. La suite, c'est mon affaire. Les deux truands échangèrent un regard. Ils s'étaient fait à leur homme et à ses idées saugrenues. Restait une question. Qui? La réponse constituait une surprise de taille. En effet, les jeunes gens tombèrent de très haut lorsque leur patron leur annonça l'identité de la personne qu'il fallait assassiner. C'est moi. Comment? C'est moi la victime. Je vous prie de me tuer. À l'évidence, le vieux était fou allié. Allez, n'hésitez pas, on n'a pas de temps à perdre, insista ce dernier. Et il se glissa entre eux de façon à leur faciliter la tâche. Il leur mima ce qu'ils venaient de décider, de décrire, l'endroit du cœur par devant et par derrière. Les deux truands étaient restés comme paralysés. Ils ne savaient plus que penser. Allez, messieurs, je vous en conjure, ne prolongez pas cette épreuve. Mais patron, balbutia le rouquin, permettez-moi, on n'est pas des saintes ni touches, ni des séminaristes. On a zigouillé plus d'un cave, mais pas comme ça, de sang-froid. On a sorti notre poignard pendant une bagarre. On avait affaire à un inconnu. Mais on ne peut pas frapper comme ça sans raison un type bien. Vous avez été chic avec nous, on ne peut pas. Ça nous coupe les bras. Qu'est-ce que vous voulez, renchérit son compagnon? C'est plus fort que nous. C'est fort touchant ce que vous dites, concéda le vieil homme. Je suis ému par votre délicatesse, même flatté, mais j'aimerais que vous teniez votre parole. Les hésitations des deux malfrats brouillaient ses calculs. Lorsqu'on a décidé de mourir, les atermoiements ne sont pas de mise. Voyons, les enfants, pas de caprice. Je n'ai pas un instant à perdre, et vous encore moins. Les deux truands se trouvaient comme sous le charme. Ils ne comprenaient pas bien ce qui leur arrivait. Cette histoire était tellement invraisemblable. Ils se croyaient les victimes d'une supercherie. Ils avaient l'impression que les deux poignards allaient transpercer leur propre cœur. Ils les contemplaient avec incrédulité, se piquant la peau à travers le cuir des gants, comme pour vérifier qu'ils n'étaient pas la proie d'une illusion. « Alors, vous y allez, oui ou non ?» s'écria la victime. « Mais patron, tenta une nouvelle fois le rouquin. Si vous tenez tellement à passer l'arme à gauche, vous n'avez qu'à vous suicider, suggéra le fils de famille. C'est ça, tuez-vous tout seul. Jetez-vous dans la Seine, avalez du poison, ce sera plus commode et pour nous et pour vous, acquiesça le rouquin. Imbécile, lâche, grinça le vieux, je ne vous ai pas fait venir pour me donner des conseils. Je ne dois pas me suicider, vous comprenez? Je dois mourir assassiné. Pourquoi? Cela me regarde.
Vous devez tenir votre parole. Contentez-vous d'encaisser votre pognon et fichez-moi le camp. Hébétés, figés sur place, les deux garçons comprirent qu'il leur fallait prendre une décision. Remplir leur contrat ou partir. Devant tant d'hésitation, le petit homme changea de tactique. Vous n'acceptez pas l'âge que vous êtes, alors rendez-moi mon argent. Vous m'avez volé 50 000 francs, laissez les pardessus et les chapeaux, retirez les gants. Tout ça c'est à moi, espèce de bandit. Dehors, retournez à votre bout, à vos égouts. À leur tour, les deux voyous commencèrent à s'énerver. Dehors, dehors, hurlait le vieux en leur montrant la porte. On va sortir, ne t'inquiète pas, répondit le rouquin, mais on ne va pas te laisser le mignon vieux singe. Il fit mine de se diriger vers le bureau pour empoigner les liasses de billets, mais le vieil homme, agile comme un léopard, fut plus rapide que lui. Il saisit alors un encrier de bronze et le lança sur la tête du rouquin. Heureusement, le projectile manqua sa cible. Il n'en fallut pas davantage pour convaincre les truands de passer à l'acte. Poussés à bout, ils levèrent chacun leur poignard, le rouquin frappa l'épaule droite, tombant à genoux, le petit homme les supplia. Pas là, mes enfants, faites comme je vous ai dit, dans le cœur, voilà. Les deux poignards s'enfoncèrent alors dans le cœur du patron, qui s'écroula sur le tapis. Pris de panique, les deux assassins ne vérifièrent même pas que leur victime était bel et bien morte. Effrayés par le silence qui régnait dans l'appartement, ils empoignèrent les liasses de billets, enfilèrent par-dessus les chapeaux et quittèrent les lieux sans demander leur reste. Une fois sur le pavé mouillé, ils haussèrent les épaules.